Fidèle au poste, mesdames et messieurs, dimanche c'est Info 7. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir un cadre de l'Alliance pour l'alternance démocratique. L'alternance démocratique, c'est ce que nous voulons tous pour la République démocratique du Congo. C'est un vœu pour tous les Congolais. Autorité morale de cette plateforme, eh bien, c'est Pierre Lumbi. Et il est candidat à la députation dans la circonscription de la Funa. Elvis Bolungu est avec nous ce soir pour décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir, Elvis Bolungu. Merci Madame Paulette Kimoto. Elvis Bolungu, je commence par vous attaquer parce que personnellement, j'ai ouï dire que vous avez quitté Jean-Claude Wemba, question d'argent, question d'opportunisme. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et pourtant, vous étiez le bras droit de Jean-Claude Wemba. Il n'est juré que par Elvis Bolungu. Est-ce qu'aujourd'hui, le divorce est complètement entamé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, tout d'abord, je tiens à vous dire merci, Madame Paulette Kimoto, pour m'avoir invité encore pour une énième fois. Ça faisait très longtemps que je suis passé ici. Comme vous le savez, aujourd'hui, Madame Paulette Kimoto, le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat que certains pensent que c'est un combat noble pour la survie de la démocratie, Madame Paulette. Et au jour d'aujourd'hui, les alliances en politique se font et se défendent. À un certain moment, il arrive dans la vie que même les gens qui ont passé 20 ans de couple, lorsqu'ils ne se comprennent plus, ils peuvent se séparer. Et donc le plus important aujourd'hui, Madame Paulette Kimoto, c'est les combats. Il faut que vous arriviez à vous poser des questions. Elvis Bolungu a-t-il changé de combat ou pas? La question qui s'avère primordiale et fondamentale, le combat que je menais hier et celui que je suis en train de mener aujourd'hui sont le même. Elvis Bolungu n'a pas changé. Nous avons eu des incompréhensions avec mon mentor, mais cela ne fait pas comme certains pensent. Non, il n'y a rien d'opportunisme, il n'y a rien d'argent là-dessus. C'est juste mais nous avons politique. Nous sommes aujourd'hui, rien ne se cache. Hein, tout ce qui s'est fait sous le soleil est connu. C'est parce que Jean-Claude Wemba ne vous a pas aligné que vous vous êtes plaint auprès de ses pairs. Et c'est pour cela que Pierre Lumbi vous a ouvert ou tendu les bras et dit venez, vous êtes un jeune qui a de l'avenir, venez chez moi et je vous aligne à la députation nationale et provinciale. C'est tout simplement ça. Donc vous combattez pour qu'au finish, vous soyez député. C'est ça, c'était le but de votre combat, en fait. Je ne pense pas. Vous savez, à Kinshasa, Madame Paulette Kimoto, le rumeur circule. Donc, moi, je crois que le plus important au jour d'aujourd'hui, je mets des réserves quant à cette question. Je trouve qu'elle n'est pas si primordiale que ça. Et donc, comme vous le savez, Madame Paulette Kimoto, parce qu'aujourd'hui, c'est très primordial, Elvis Bolungu, parce qu'aujourd'hui, le côté moral, l'éthique des candidats doit primer. Parce qu'aujourd'hui, nous devons voter utile. Ce n'est pas parce que c'est Elvis Bolungu qu'on doit le voter. Aujourd'hui, l'éthique est parmi les priorités des candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, Elvis Bolungu peut nous dire que côté éthique, il n'a rien à reprocher? Est-ce que Elvis Bolungu, aujourd'hui, les jeunes peuvent avoir confiance en vous? Je crois que, madame, je ne m'aimerais pas parler de moi-même. Il le faut aujourd'hui. Vous êtes candidat à la députation. Vous êtes candidat à la députation nationale. Le côté personnel compte aujourd'hui parce que beaucoup de gens ont déçu, selon une certaine opinion. Beaucoup de gens ont fait confiance dans la personne et beaucoup ont été déçus. Aujourd'hui, les gens votent utile. La personne d'Elvis Bolungu compte. Pas seulement le combat, mais le caractère d'Elvis Bolungu doit compter. Je crois que Mme Paulette Kimoto, vous avez totalement raison. Je voudrais bien m'abstenir quant à cette question, mais je crois qu'il va falloir que vous ayez un peu de réponse assez limpide quant à cela. Madame Paulette Kimoto, comme vous le savez bien, le combat que nous avons mené aujourd'hui, c'est un combat qui nous a coûté. Aujourd'hui, Madame Paulette Kimoto, paix à son âme, j'ai des pensées pieuses à la mémoire de Rossi Chimanga, à la mémoire de Thérèse Kapangala, à tous ces jeunes qui ont combattu pour que nous puissions avoir cette alternance. Au jour d'aujourd'hui, madame, je crois que la jeunesse de mon pays devrait ou se retrouve dans une situation de s'arrêter à un certain moment pour voir que devons-nous faire nous jeunes pour que nous puissions entrevoir l'avenir de notre pays. Je crois certainement et fermement, Madame Paulette Kimoto, que le combat de l'alternance, ça a été ou reste aujourd'hui le combat de la jeunesse.
C'est pourquoi, pour terminer, jeunes, nous gagnons le temps. Info 7, c'est le temps, donc vous devez être vraiment très, très concis. Jeunes, votez jeunes aujourd'hui. C'est la devise aujourd'hui. Elvis Bolungu est jeune. Vous demandez aux jeunes de vous voter. Pour vous, la jeunesse, c'est quoi? Doit-on mettre à l'écart, nous qui avons aujourd'hui, nous tendons vers les 50 ans, donc nous sommes plus éligibles avec cette formule, jeunes, votez jeunes. Qui va nous voter? Nous, ce sont donc à chaque catégorie, son âge aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les cinquantenaires qui vont m'élire. Pas du tout. Si je suis candidat. J'ai toujours été un peu hostile face à un tel discours. Jeune, votez jeune. Saviez-vous que quand M. Kabila est arrivé au pouvoir, il était jeune? Il avait pratiquement 29 ans. Les gens avaient cru en lui à un certain moment. Ils pensaient qu'il était jeune et qu'il pouvait faire avancer la République. Mais malheureusement, où est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui? Les pays se retrouvent dans une situation désastreuse. Le président Kabila n'a pas su relever le grand défi qui était devant lui. Moi, je ne suis pas d'accord quand on sait qui pense jeune vote jeune. Non. La jeunesse, Madame Paulette Kimoto, c'est un état d'esprit. Nous avons des jeunes qui ont l'état d'esprit de vieux et nous avons des vieux qui ont l'état d'esprit de jeunes. Monseigneur Douglas, il disait, la jeunesse, c'est un état d'esprit. On n'est pas jeune puisqu'on a... Non, mais bien entendu, quand on parle jeune, absolument, il y a un certain nombre de critères auxquels nous pouvons faire allusion. L'énergie, la force, le goût du risque, l'innovation. Mais moi, je voudrais aller plus loin. La jeunesse, pour moi, c'est un état d'esprit. Et donc, vous ne pouvez pas dire, puisque vous êtes jeune, vous devrez vous abstenir. Non. Nous devons fonder une société qui aura des jeunes élites qui vont devoir apporter des solutions nouvelles, adaptées, pour que nous puissions rebâtir et refonder la République. Si votre génération, Mme Paulette Kimoto, a échoué, mais je crois que c'est une belle opportunité qui nous a été offerte, ou qui nous sera offerte, c'est de faire quoi? C'est de faire mieux. Moi, je crois qu'un pays comme le Congo, nous avons des jeunes qui peuvent relever les défis. Mais si nous avons la volonté politique, et si nous aimons ce pays, si nous voulons vraiment créer une rupture de système par rapport à ce qui s'est fait hier, aujourd'hui, nous voulons entrevoir l'avenir autrement. C'est possible que nous arrivons à faire mieux. Mais je ne pense pas que nous devons nous limiter en disant que jeune vote jeune. Nous risquerons de voir une société qui sera constituée que de jeunes. Et on va exclure les vieillards et les vieux qui ont l'expérience. Madame, la beauté de la nature consiste d'une part aussi à rester dans un espace où il y a de jeunes, il y a aussi de vieux, et on travaille en partenariat, on essaie de faire une symbiose harmonieuse pour pouvoir offrir à la République de rêves, de projets, sortir le peuple de là où il est aujourd'hui. Et je crois que nous sommes condamnés, nous avons intérêt à travailler ensemble. Mais par contre, je pense que le courage que nous avons, les ambitions que nous avons, les idées novatrices que nous avons, pourront sortir la République de ce chaos. Premier condensé, mesdames et messieurs, c'est la rentrée scolaire. Hein. Cette semaine, c'était la semaine dédiée à la rentrée scolaire. Nous commençons par cela parce que c'est très important, le secteur éducationnel. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est le tout premier secteur dans mon pays que nous devons relever. Nous allons parler de cette rentrée scolaire, du conflit entre le PSP et l'ETP. Donc, en marge de cette rentrée scolaire, il y a toujours cette guerre entre ces deux ministères parce que vous le savez, on a scindé en deux l'éducation primaire, et secondaire et professionnelle avec son autre partie. Voilà. Et nous allons voir aussi, constater sur le terrain comment s'est déroulée cette rentrée scolaire. Assis, s'il vous plaît. Bonne chance à nos apprenants. C'est par ce souhait que la ministre provinciale de l'Éducation, Environnement et Genre va, au nom du gouverneur de la ville, donner le go de l'année scolaire 2018-2019 à travers toute l'étendue de Kinshasa. Au cours de cette cérémonie, Thérèse Olenga va rappeler la détermination de tous à toujours travailler pour hisser plus haut l'école congolaise en général et celle quinoise en particulier.
Ainsi, chacun, parents, élèves, enseignants, gestionnaires, syndicats, est appelé à jouer sa partition sur fond des nouvelles résolutions qui doivent caractériser cette année scolaire, et cela passe entre autres par la ponctualité, la régularité et le respect des engagements. Nous savons que les gestionnaires sont là, les enseignants sont là, nous les remercions pour cette belle disponibilité. Nous savons que notre cahier de charges, qui est notre calendrier scolaire, demande à ce que chaque jour, que chaque heure soit capitalisée, soit rentabilisée. Et nous ne voudrions pas avoir les retardataires. Ça, c'est le plus grand message. Occasion pour Thérèse Olenga d'insister sur quelques dispositions prises par l'autorité peine. Les parents ont le libre choix d'aller se procurer les uniformes, le matériel didactique là où ils veulent. Faites en sorte, si vous avez ces activités à l'école, faites en sorte que vous soyez les mieux offrants, mais n'obligez pas les parents à ne venir se ravitailler que chez vous. Vous avez les cuissons scolaires que vous mettrez à disposition de manière exclusive. Mais l'uniforme, laissez le libre choix aux parents. Cette cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2018-2019 a été une occasion pour la ministre provinciale de l'Éducation, Environnement et Genre d'inaugurer le nouveau bâtiment de l'école EP8 Njili, fruit de la coopération franco-congolaise. À noter que près de 1 400 000 élèves sont attendus cette année dans la ville de Kinshasa. Une bagarre le jour de la rentrée scolaire. L'affaire aurait pu passer inaperçue si cela ne se serait pas déroulé dans l'enceinte d'une école. Nous sommes à l'ITC Njili. L'école a été le théâtre de l'affrontement entre les administrations de l'EPSP et de la formation professionnelle, toutes deux en quête de légitimité. Une scène dont se serait bien passée la ministre provinciale de l'Éducation, Environnement et Genre, venue lancer l'année scolaire 2018-2019. Au regard de cette situation devenue récurrente entre les TP et les PSP, Thérèse Olenga s'en remet au gouvernement central. Comme ministre de Kinshasa, je déplore effectivement qu'il y ait cette désharmonie manifeste entre le ministère de la formation professionnelle, métiers et arts et les PSP. Et moi, j'invite le gouvernement central qui est responsable à nous aider en nous donnant des cadres organiques, en nous donnant des instructions claires, par des voies claires, pour que nous puissions savoir comment gérer cette situation dans la ville. J'ai été en forum avec mes collègues en charge de l'éducation dans les provinces. Ce n'est pas une particularité de Kinshasa, c'est un peu partout que ce désharmonie se vit. Quand il y a des réformes, il faut des outils d'accompagnement et c'est ça qui assure le succès. En attendant, la ministre provinciale de l'Éducation, Environnement et Genre invite les uns et les autres à mettre leurs égos de côté et à prioriser l'éducation des enfants. C'est une rentrée scolaire effective, mais plutôt timide dans bon nombre d'écoles de la ville-province de Kinshasa. Selon certains parents interrogés à ce sujet, cette situation est due à la crise socio-économique qui traverse les pays. Mes enfants ne sont pas allés à l'école, faute des frais exigés comme acompte. Nous sommes butés par les frais à payer avant l'admission des enfants à l'école. Si vous avez plus de 5 enfants, imaginez la suite. Mes enfants sont restés à la maison. Faute de moyens, j'ai des dettes de l'année passée, y compris les acomptes imposés. C'est vraiment difficile. À l'école moderne de Ngaliema, les enseignants sont à pied d'œuvre malgré le faible taux des élèves dans des salles de classe, affirme le directeur de discipline de cet établissement. Oui, chez nous, nous avons reçu les élèves, bien qu'ils ne sont pas nombreux, puisque certains parents hésitent encore peut-être quelques difficultés. Comme dans toute rentrée, les professeurs ont pris leur charge horaire depuis la semaine passée et aujourd'hui, chacun est dans la salle de classe et il enseigne. Notons que cette rentrée scolaire 2018-2019 est effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Elvis Bolungu, vous êtes candidat à la députation nationale, circonscription de la Funa.
Oui. Par rapport à l'éducation, vous proposez quoi? Oui, Madame Paulette Kimoutou. Parce qu'aujourd'hui, avec le phénomène Oudjala, on doit en parler. Hein, parce bien sûr, c'est un fait phénomène, sociétal. un fait sociétal qui vraiment fait le buzz aujourd'hui. Nous sommes des Mazembe, on nous dit nous sommes des vétérans, mais quand même, par rapport à l'éducation. Madame Paulette Kimoutou, je pense que les nations fortes, ce sont des nations où ceux qui ont eu la chance de gouverner la République ont pensé à l'éducation. L'éducation nationale, madame, c'est le socle de tout développement. Aujourd'hui, vous avez des pays comme le Japon. Vous allez vous rendre compte que ces États n'ont pas vraiment de richesses, comme nous disons, de richesses minières ou quoi que ce soit, j'en passe. Ni coltan, ni or, ni Mais diamant. ils ont eu à développer l'imaginaire, la matière grise. Aujourd'hui, le régime en place a passé plus d'une décennie au pouvoir. Ce régime a produit 1000 écoles, vice Bolungu, 1000 écoles. Vous avez entendu parler de cela quand même. Matata a construit une belle université chez lui au Maniema, donc le secteur éducationnel a sa place. Je suis en train de dire que le nation responsable, le chef d'État, le chef des gouvernements responsables, la priorité de priorité qu'ils peuvent avoir, c'est l'éducation nationale. Aujourd'hui, M. Kabila avec son système ont lamentablement échoué sur le plan, dans le secteur éducatif. Ils ont échoué pourquoi? Ils n'ont eu aucun rêve pour les Congos. Et aujourd'hui, vous voyez, notre jeunesse a un problème d'encadrement. Aujourd'hui, après avoir passé 10 ans, plus de 10 décennies au pouvoir, combien d'écoles ces régimes ont construites? Le 1000 écoles dont vous parlez, ça existe où? Dans quelle province? Dans quel chef-lieu de province? Ce sont de 1000 écoles qui auraient été financées par les partenaires internationaux. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le bilan du pouvoir Kabila ne doit pas être fondé sur le don que les partenaires internationaux font. Et aujourd'hui, madame, vous allez vous rendre compte qu'un Premier ministre qui a construit une université dans sa province natale, oui, c'est une bonne chose. Mais ce Premier ministre-là, au nom de M. Matata, qu'a-t-il fait de l'UNIKIN? Qu'a-t-il fait de l'USC? Ces universités, en principe, devaient être réfectionnées. Quand vous allez à l'UNIKIN, madame, je les appelle des héros. Tous les étudiants qui y vont, ils sont des héros. Ils étudient dans des conditions infrahumaines. Ils n'ont pas de transport. Et les parents aujourd'hui, nous, qui sommes de familles très modestes, un papa qui a pratiquement 120 000 à l'UNATRA, et comment ce papa va devoir payer le loyer, envoyer les enfants à l'école, les enfants de militaires, de policiers. La gratuité de l'enseignement primaire n'est que fiction. Mais sur ce point de vue-là, M. Kabila a lamentablement échoué. Au jour d'aujourd'hui, le président Kabila n'a aucun bilan à faire sur le plan éducatif. Nous pensons, madame, une fois qu'il y aura alternance et que nous serons au pouvoir, au Parlement, madame. Qu'est-ce que vous allez proposer? Madame, je vous dis, s'il arrivait que je suis député national, la première loi que je vais devoir, la première proposition de loi que je vais devoir offrir à la République, c'est la loi qui est relative à l'encadrement de la jeunesse. Ce régime n'a pas réussi à pouvoir assurer l'encadrement de la jeunesse. Et aujourd'hui, madame, notre jeunesse n'est pas encadrée. Ceux qui ont la chance d'aller à l'école, l'enseignement est au rabais. Et donc, moi, je crois que nous devons réfléchir pour voir. Ceux qui ont la force d'aller à l'école doivent y aller. Ceux qui ont la force d'aller à l'université doivent faire autant. Mais ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, le gouvernement, avec des partenaires, doivent créer des conditions qui leur permettent... Avec l'enseignement pratique, l'enseignement, comment on appelle ça, technique. L'enseignement technique est un peu déconsidéré. Mais absolument, pourquoi? Nous sommes gérés par des gens qui n'ont pas un rêve pour le Congo. Nous sommes gérés par des gens qui pensent qu'on peut s'enrichir. Hier, on était piétons, on était en bottes en plastique. Aujourd'hui, on devient milliardaire. Et personne ne peut vous demander, madame, hier, vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas 100 $ dans votre compte. Aujourd'hui, vous avez des milliards. Qu'a-t-il fait, madame, pour avoir tout ça? Nous sommes dans une république où les gens peuvent s'enrichir comme ça. C'est la rupture que nous voulons créer, madame. Et donc, je disais, nous pensons, madame, que le secteur éducatif, c'est la priorité de priorité.
pour un gouvernement sérieux, républicain. Nous ne pouvons pas, madame, demain, avoir une république de gens policés, de gens normaux, si notre éducation, notre système éducatif demeure au rabais. Il va falloir que nous apportions des réformes importantes, madame, qui vont devoir bouleverser le secteur éducatif. Mais il y a eu une grande réforme initiée par Steve Mbika et l'école primaire est allée jusqu'à la 8e, je crois, si je ne me trompe pas. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Attends, madame. Quand vous allez au collège cartésien, nous qui sommes des familles très modestes, nous ne pouvons pas aller là-bas. Un élève paye plus de 500 $. Et lui, Steve Mbika, vous dit que lui, il prend le social. Quels sont ces policiers-là? C'est une école privée. Quels sont ces militaires? Bien entendu. Il a le droit de... J'ai aussi le droit de faire une réflexion. J'ai aussi le droit. Quels sont ces policiers-là? Quels sont ces militaires-là qui peut être en mesure d'envoyer son enfant au collège de Steve Mbika et les Cartésiens? Même en Europe, il y a quand même une certaine différence entre les écoles privées et les écoles étatiques. C'est à l'État aujourd'hui de mettre peut-être les conditions qui permettent à ce que les enfants des policiers puissent étudier. Même en Europe, il y a des écoles élitistes, des écoles qui coûtent extrêmement cher. Ce n'est pas tout le monde qui va, par exemple, dans une école privée aux États-Unis, en France et en Allemagne. Ça se fait comme ça partout ailleurs. Dans un pays comme le Congo, nous ne devions pas absolument faire l'apologie des affirmations pareilles. L'État devrait mettre en place des conditions qui permettent à tout le monde, à tous les enfants congolais, d'être à l'école. Et les privés, madame, vous savez, certaines écoles privées ne payent pas de taxes, ne payent pas d'impôts. Aujourd'hui, l'État les a accordé une certaine possibilité des exonérations sur ce plan-là. Et alors, moi je pense, pour ma part, je crois qu'il aurait été intéressant que ces écoles privées auxquelles vous faites allusion, madame, puissent avoir de montants raisonnables qui permettent aux Congolais d'avoir accès à l'éducation. Et donc, madame Paulette, la première question que vous m'aviez posée ici, concernant le système éducatif, je crois qu'elle est primordiale. Nous avons à proposer à la République. Nous pensons qu'une fois que nous serons au pouvoir, nous allons apporter une alternative. Les écoles professionnelles, madame, les écoles techniques doivent répondre. Aujourd'hui, madame, il y en a presque plus. On manque de charpentiers qualifiés, on manque de plombiers qualifiés. Oui, il y en a presque plus. Et pourtant, madame, tout le monde ne peut pas devenir avocat ou économiste. Il faut créer des conditions qui font en sorte que même celui qui va faire la maçonnerie ou les plomberies, la plomberie, madame, puisse être utile dans la société. Ce qui importe au jour d'aujourd'hui, c'est cela. Si nous créons des écoles de formation, madame, ça permettra à ceux qui, au-delà du fait que nous militons pour que l'État fasse un effort afin que les conditions nécessaires soient remplies pour que les investisseurs crédibles qui vont devoir venir avec des capitaux importants investir. Mais nous devons avoir une main d'œuvre, madame. Et donc, moi, je crois que l'État, la gouvernance de l'alternance, va devoir faire de l'éducation, madame, nationale, la priorité des priorités. Aujourd'hui, il est possible que nous puissions relever le plus grand défi que nous avons, le défi de l'émergence, que par l'éducation. Ok. Nous prenons le deuxième thème. Nous allons à la CENI, mesdames et messieurs. Nous allons, la rédaction de Congo Web, comme à l'accoutumée, je ne cesse de le dire, réfléchit toujours à haute voix par rapport aux enjeux de l'heure. La rédaction de Congo Web a réfléchi par rapport à la CENI. Et nous allons débattre par rapport au communiqué conjoint de Katumbi et Mouzito. À l'issue d'une séance de travail tenue à Bruxelles par Moïse Katumbi et Adolphe Mouzito, ces deux leaders de l'opposition ont conjointement signé un communiqué dans lequel ils condamnent ce qu'ils qualifient d'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle. Selon eux, la Cour a, pour des raisons politiques, exclu de candidats à l'élection présidentielle. Échangeons sur la situation politique de l'heure et principalement sur le processus électoral en cours, les présidents de Ensemble pour les changements et les présidents de Nouvel Élan ont réitéré leur engagement à mettre en œuvre la déclaration commune de l'opposition et des candidats à l'élection présidentielle en RDC faite le 24 août dernier.
la dite déclaration visant à obtenir des élections crédibles, inclusives, libres et transparentes, et rejetant également l'utilisation de la machine à voter au cours des scrutins du 23 décembre prochain. Ces deux leaders ont par ailleurs décidé de mettre en commun leurs efforts afin de poursuivre des contacts avec les autres candidats à la présidentielle en vue d'organiser une réunion visant à mettre en œuvre un plan d'action commun pour faire échec, selon eux, aux manœuvres de la CENI et du régime en place. En marge de son séjour en Corée du Sud, le président de la CENI a eu un face-à-face avec la presse sud-coréenne. Un moment propice pour Corneille Nangaa de présenter la République démocratique du Congo, peu, voire pas du tout connue dans cette partie du continent asiatique. Ensuite, le numéro 1 de la centrale électorale RD congolaise va présenter son institution, sa mission et ses objectifs avant de brosser un état de lieux du processus électoral en cours au pays. La Corée du Sud est l'un des pays où sont fabriquées les machines à voter, donc difficile pour Nangaa de ne pas aborder la problématique qui entoure ces machines. Je voudrais ici remercier le groupe Mirosystem pour le travail abattu et les partenariats très effectués. Cette technologie nous a permis de faire des économies, cette technologie nous permet de faciliter les votes et cette technologie nous permet bien entendu de fiabiliser le processus électoral. Pour les élections de décembre, nous allons organiser l'élection au niveau de 80 000 bureaux de vote pour un maximum de 600 électeurs par bureau de vote. Ainsi, Mirosystem, avec les contrats que nous avons signés, va nous fournir plus ou moins 105 000 machines, 105 000 TVS, du fait que chaque bureau de vote doit avoir une machine et la quantité restante étant pour des réserves. À noter que pour la CENI, sans la machine dite à voter, il sera difficile ou impossible d'organiser les élections cette année, pendant qu'une partie de la classe politique et de la société civile milite pour son abandon. Ils avaient massivement répondu présents à ces rendez-vous. Les militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont tenu à soutenir leur parti pendant cette période électorale. Organisés en file indienne, les partisans ainsi que les sympathisants de ce parti sont passés tour à tour afin de verser leur contribution destinée à financer la campagne électorale à venir. Le président de l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi, a trouvé ici l'occasion de rappeler à l'assistance les grandes lignes de son plan d'action. Pouvoir Mabiso Kozala Congolais. Mabe Manso Oyo Toyeba Uta dictature et Kota Namboko Ti Lelo Ekosila Kalamingite. Mais ndenge na ebisaki bino esengeli effort wana euta d'abord na bana mboka bango moko. Policier ayeba kolengela mosala na ye po akofutama malamu. Soda ayeba kolengela mosala na ye po akofutama malamu. Fonctionnaire ayeba kolengela mosala na ye po akofutama malamu. Bato banso ba enseignant ba minganga bazongi sa conscience po tokozala na chantier monene ya bobongisi mboka na biso. Et na chantier wana tokozala na besoin ya ba congolaise na ba congolais nyonso. Makambo yako banda ba règlement de compte ba chasse aux sorcières et rozala te. Moto soka salaki mabe tokotinda ye na justice akende kosamba na ba avocat na ye. Rappelons par ailleurs que Félix Tshisekedi figure sur la liste provisoire des candidats présidents de la République publiée par la CENI.
Elvis Bolongo, vous avez suivi Corneille Nangaa, il était en Corée, hein, il a présenté la RDC, qui est un pays assez méconnu par les Coréens. Il a parlé du processus électoral, de la machine à voter, tout ce qui s'ensuit par rapport à cette machine. Vous êtes candidat à la députation, je l'aurais dit, dans la circonscription de la Funa. Par rapport à la machine à voter, est-ce que vous avez déjà expérimenté cette machine? Est-ce que vous croyez, parce que Nangaa dit ça nous a diminué le coût, le temps et beaucoup de choses. Ce n'est qu'une imprimante. D'ailleurs, Nangaa suggère assez qu'on ne puisse plus dire machine à voter, mais simplement machine à imprimer. Pour vous, vous avez encore cette peur-là par rapport à ces appréhensions par rapport à la machine à voter? Madame, tout d'abord, nous devons savoir une chose. Lorsque nous allons aux élections, il y a un cadre légal. Le cadre légal permet à ce que les acteurs puissent avoir un comportement avant, pendant et après les élections. Ce cadre légal-là, nous appelons la loi électorale. La loi électorale, c'est le seul instrument juridique qui réglemente le processus électoral. Mais vous allez vous rendre compte que, madame, le vote qu'a proposé aujourd'hui M. Corneille Nangaa, c'est le vote électronique. Non, il a dit non, ce n'est qu'une machine à imprimer. C'est le vote électronique que la loi électorale n'a pas prévu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, lorsque M. Corneille Nangaa vous dit que c'est une imprimante, où est-ce que vous avez vu, Mme Paulette Kimoto, une imprimante imprimer seul un document? Le document qui doit être imprimé doit avoir un logiciel dans une machine. C'est paradoxal. C'est peur du logiciel. On a posé cette question. C'est une machine, Mme Paulette Kimoto. Qui peut être piratée? Ces machines peuvent être piratées? Bien sûr, Mme Kimoto. On peut préprogrammer ces machines, Elvis Bolongo? Mais bien sûr, puisque le vote qui s'est fait à l'aide d'une machine, cette machine a besoin d'une imprimante. L'imprimante ne fonctionne pas seule. Je crois que sur ce plateau, il y a des informaticiens qui comprennent bien ce que je suis en train de dire. La machine va devoir imprimer des documents qui doivent être imprimés, doivent se retrouver dans un logiciel qui est contenu dans une machine. Et donc, par conséquent, nous disons que le vote que M. Nangaa a proposé à la République, c'est le vote électronique défendu par la loi électorale. Parce que, vous allez boycotter les élections? Parce que Corneille Nangaa y tient. Il y a déjà un lot de machines qui arrivent. Il y tient mordicus à ces machines à voter. Vous allez boycotter les élections, vous, je réponds à la question essentielle que vous m'aviez posée. J'ai lu un grand auteur, un grand savant, c'est un professeur, Laurence Favier. Il est professeur à l'université de Lille, docteur en communication et en informatique. Il vous dit, il arrive à faire une différence entre le vote électronique et le vote non électronique. Il dit que le vote électronique, c'est un vote par lequel, tout au long de ces processus-là, dans ces votes-là, il y a un certain nombre d'éléments qui interviennent pour qu'on qualifie un vote de vote électronique. Il vous dit, lorsque vous aurez constaté que dans ces votes, on fait allusion, on fait appel à la technologie, à des nouvelles technologies de la télécommunication ou de l'information. Une fois on fait appel à l'informatique dans le processus du vote, c'est-à-dire nous sommes face à un vote où on fait appel à l'utilisation des nouvelles technologies et de l'information. Question directe. Déjà là, nous gagnons le temps, Elvis. C'est vrai que vous avez déjà expliqué. Pour vous, la machine à voter est simplement un vote électronique. Nous avons saisi. Les risques pour vous, c'est peut-être le piratage des logiciels. Alors, votre réaction, vous allez boycotter les élections s'il y a l'utilisation de ces machines? Madame Paulette Kimoto, vous devez savoir une chose. Au jour d'aujourd'hui, M. Nangaa est en train de mentir à la République. Nous avons un bureau de vote avec une seule machine. La loi électorale stipule que le vote commence de 16h, je crois, à 18h ou à 17h. De 7h du matin. De 6h du matin, au plus tard à 17h. À moins que ma mémoire m'ait trompé. Faisons des calculs, madame. Si un électeur... Hein. Ah oui, j'ai aimé l'esprit brillant du président Jean-Pierre Bemba. L'a dit. Nous risquerons d'avoir un vote qui sera échelonné
de 2 ou de 3 jours. Parce que dans un bureau de vote où il y a 600 électeurs avec une seule machine, prenons l'hypothèse où nous avons le président Bemba pris 6 minutes. Moi, je prends 4 minutes. Si un électeur doit prendre 4 minutes, ça vous fait combien déjà? Je ne suis pas très fort à calculer. Ouf. Donc, nous risquerons par bureau de faire un vote qui sera échelonné de 2 ou de 3 jours. Okay. Et là, déjà, contre la loi électorale. Contre la loi, mais ça va devoir favoriser aussi la tricherie. Et donc, nous risquons de retomber dans des problèmes plus complexes que le problème que nous avons aujourd'hui. Et donc, par rapport à la population des Madame Paulette Kimoto, bulletins de vote. Ce qui importe au jour d'aujourd'hui, la République a besoin des élections libres, démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées. Est-ce que vous-même, personnellement, est-ce que Elvis Bolungo, personnellement, a déjà expérimenté cette machine? Plusieurs fois. Vous avez toujours des doutes malgré cette expérience? À l'époque où je partenais encore au 1PCR, le président Jean-Claude Veux m'avait fait un grand honneur de me nommer comme mandataire du parti auprès de la CENI. Et donc j'appartenais au comité de liaison entre CENI et partis politiques. Plusieurs fois nous avons expérimenté la machine à voter. Toujours pas convaincu? Toujours pas convaincu, madame. Vous avez qu'à voir la machine. Prenons l'hypothèse, madame. Vous avez en face de vous une machine. Il y a l'imprimante. Vous avez 15 000 candidats. D'abord, pour chercher, ça vous prend du temps. Cherchez. Nous sommes dans une circonscription de la Funa, où nous sommes à plus de 500 candidats. Vous arrivez devant la machine, vous voulez voter Elvis Bolungo. Le temps que ça va vous prendre pour chercher les candidats, d'imprimer, nous irons au-delà, madame. La machine que M. Nanga propose à la République n'a pas résolu des problèmes essentiels et existentiels liés à la bonne marche de la République. Et donc, madame Paulette Kimoto, vous n'y croyez pas du tout à ce machine? Nonobstant cela, nous sommes aujourd'hui au mois de septembre. Nous sommes aujourd'hui le 40e, le 9. Nous sommes le 9, madame Paulette Kimoto. M. Nanga avait dit que le 90 000 machines devraient arriver depuis quand? Madame Paulette, M. Corneille Nanga vous dit le déploiement va devoir nous prendre 2 mois pour faire le déploiement de ces machines. De ces machines. Madame Paulette Kimoto, nous sommes aujourd'hui le 9. Il nous reste combien de mois? Répondez-vous maintenant. Il nous reste combien de mois? Si nous prenons le 2 mois, non, je voudrais que nous puissions réfléchir par absurde, madame Paulette Kimoto. Nous sommes aujourd'hui au 9e mois, 9e, 10e mois. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les machines sont en route, hein, ça arrive. Hein. Non, à quel niveau? Déjà, quand vous voyez M. Nanga se déambuler, faire dans sa divagation sur la machine à voter, ça déduit de l'incertitude totale. Mais nonobstant cela, au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais a besoin de bonnes élections qui sortiront du pays. Depuis 1960, madame Paulette Kimoto, le Congo a connu des crises majeures. Et ces crises-là ont toujours eu un fondement ou une cause. C'est la contestation permanente de légitimité. Et nous souhaitons que, madame Paulette Kimoto, que prochainement, que cette problématique ne se pose plus. Et pour ce faire, nous devons absolument aller aux élections qui pourront permettre à la République d'avoir un espoir. Au communiqué de ces deux leaders, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito à Bruxelles, beaucoup pensent que comme ils sont invalidés aujourd'hui, ils deviennent aigris. Beaucoup disent que non, c'est vraiment... ils sont déjà invalidés, ils n'ont qu'à soutenir une candidature commune. C'est d'ailleurs l'appel de Félix Tshisekedi. Nous avons suivi aussi par rapport à ces $1 pour Fachi. Félix les a appelés à se mobiliser pour une candidature commune. Vous y croyez encore à cette candidature commune Madame Paulette Kimoto, à l'élection présidentielle? J'ai commencé mon combat politique à l'UDPS. Je suis un Tshisekediste, mais je crois qu'aujourd'hui, la candidature commune n'est résolvent pas le problème. Comment ça? Mais madame Paulette Kimoto, vous maximiserez les chances pour combattre un seul candidat du FCC je ne suis pas Jadari. Madame Paulette, même vous, si l'opposition porte son choix sur vous, vous battrez M. Chadar. M. Chadar, il n'aura même pas 5%. Si nous avons des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées, il n'aura même pas un 5%. Le régime qui a paupérisé tout un peuple, le régime qui a poussé
toute une population dans le désespoir, madame. Qui votera pour Chadar dans ce pays, madame Paulette? Au jour d'aujourd'hui, la machine à voter, c'est la seule voie de sortie de ces gens qui ont lamentablement échoué. Le peuple est fatigué devant ce régime. Pour vous, la candidature commune de l'opposition n'est qu'elle une illusion, vous n'y arriverez pas. Écoutez-moi s'il vous plaît, madame Paulette Kimoto. Je pense que aujourd'hui, je suis d'avis que vous avez une candidature commune. Mais déjà, au départ, personne ne veut céder sa place. Vital ne veut pas céder sa place. Félix Tshisekedi ne veut pas céder sa place. Bon, Moïse Katumbi est déjà invalidé. Jean-Pierre Bemba est déjà invalidé. Au départ, personne ne veut céder sa place. M. Kabila a personnellement réglé des comptes à Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Bemba, ainsi qu'à Adolphe Muzitu. Parce que M. Kabila avait peur que ces trois messieurs, l'un d'eux soit candidat. Et aujourd'hui, M. Kabila est dans une certaine logique de nous imposer quelque chose. Commune, vous avez vu comment est-ce qu'on a invalidé Jean-Pierre Bemba? C'est fait à dessein. Aujourd'hui, le président Bemba, la condamnation qui lui a été imputée n'est pas encore irrévocable, définitive. Mais pourquoi vous l'avez invalidé? Parce que le pouvoir de Kabila a peur de Jean-Pierre Bemba. Et donc, madame Paulette, nous devons au jour d'aujourd'hui répondre à une question qui est fondamentale. Comment nous devons aller aux élections? Aujourd'hui, le dominateur commun que nous pouvons avoir, c'est de barrer la route à la machine à voter, au fichier électoral. Arracher, aujourd'hui, la mort de Rossi Tumanga, la mort de Thérèse Kapangala, a fait reculer M. Kabila. Mais nous avons une deuxième étape, c'est d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Sans machine à voter, fichier électoral nettoyé. Le reste viendra après. Nous restons toujours dans ce domaine des élections, la présentation du programme de Seth Kikouni. Vous le savez, Seth Kikouni, ce candidat qui a vraiment jeté le pavé dans la mare, le buzz de cette semaine aussi, par rapport au programme des candidats, c'est la vente de la RTNC. Cela a suscité un tollé. Les confrères et les consorts de la RTNC se sont plaints. Peut-être que les termes utilisés par Seth Kikouni n'ont peut-être pas été bien compris selon une certaine opinion. C'était peut-être la privatisation de cette chaîne. Il a donné ses raisons, il a expliqué pourquoi il a parlé de cette vente ou de cette privatisation entre guillemets. Rassis va nous donner plus d'amples explications. Il s'agit du tout jeune candidat président de la République pour la présidentielle du 23 décembre. Seth Kikouni vient présenter son programme d'action gouvernementale en vue, dit-il, de la rupture, le rajeunissement et le renouvellement. En tant qu'entrepreneur, Seth Kikouni se propose 136 projets à réaliser en 12 mois. Sur les 137 projets, 39 sont d'ordre politique, juridique et administratif. 28 sont d'ordre économique. 63 sont d'ordre social et 6 sont relatifs à la politique étrangère. En République démocratique du Congo, nous avons plus que besoin d'un leader, d'un président de la République capable de normaliser le système. À 36 ans, Seth Kikouni veut un leadership politique qui normalise le système de gouvernance. 12 milliards de dollars américains, c'est le montant de son budget annuel dès 2019 s'il est élu président de la République. Dans la catégorie des réformes politiques, nous allons lutter contre la corruption. En 3 mois, nous prendrons des dispositions juridiques pour placer les détournements des deniers publics par les agents de l'État dans la catégorie des crimes de haute trahison. Selon nous, le but de l'économie est de créer la richesse nationale et accroître le bien-être et le bonheur du peuple. Alors pour atteindre ces buts, notre plan d'urgence appliquera 3 politiques prioritaires. L'optimisation des rentrées des recettes fiscales, investissement dans l'entrepreneuriat et dans les petites et moyennes entreprises. Et enfin, nous allons amorcer le processus de transition numérique. Nous réduirons de 90% le budget alloué à la présidence de la République. Ce candidat se suffit à lui seul, pas d'alliance avec qui que ce soit. Sa victoire, il l'attend de l'électorat des jeunes. Vendre la RTNC, réformer l'administration publique, respecter les libertés fondamentales
et prioriser la défense nationale sont quelques axes de son plan d'urgence qu'il compte concrétiser avec le soutien de tous les Congolais. Premièrement, nous allons prohiber le culte de personnalité du chef de l'État et de tout politicien. Interdiction de louanges politiques, marche de remerciement et de soutien, affichage des images dans les lieux publics en dehors de période électorale. Aucune action qui porte ombrage aux besoins de la société ne sera tolérée. Deuxièmement, nous veillerons à l'application stricte des missions et attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, tel que prévu dans la Constitution. Ce Conseil doit cesser d'être un outil de pression politique. Ce Conseil doit garantir la liberté et la protection de la presse, ainsi que le respect de la déontologie en matière de l'information et l'accès équitable de partis politiques, des associations et des citoyens moyens officiels d'information et de communication. Malheureusement, nous vivons encore dans un pays où 80% des gens prennent ce qu'ils entendent des radios comme parole de l'Évangile. Alors nous n'allons pas autoriser à ce que les médias puissent manipuler les gens. Troisième point, nous allons vendre la radio-télévision nationale congolaise. RTNC en cible. La RTNC est devenue une institution peu sensible aux besoins et problèmes de la société. Elle sert de machine de propagande du parti au pouvoir et gaspille pour rien l'argent du contribuable congolais que je suis, que nous sommes. À la place de la RTNC, l'État va distribuer équitablement les recettes de l'État pour accompagner le développement de chaînes congolaises, pour participer à la promotion et à la diffusion des contenus et de la culture congolaise sur toute l'étendue de la République. Elvis Bolongo, nous avons suivi la présentation du programme de Seth Kekouni. Il n'est pas le seul. Plusieurs potentiels, en fait pas potentiels, déjà candidats avalisés par la CENI et la Cour constitutionnelle ont présenté leur candidature. Nous avons suivi aussi les réactions du prof Mabi Mulumba, qui était un des premiers ministres de notre pays, un grand économiste, qui a dit que ces propositions, tous ces montants farfelus, entre guillemets, sont irréalisables. Pour vous, vous avez la même lecture? Les gens présentent des montants farfelus. Maintenant, je pense que le professeur Mabi Mulumba, il fut Premier ministre dans ce pays. Il n'a pas su accorder un tel rêve à la République. C'est pourquoi il vient se justifier. Peut-être en tant qu'économiste, il réfléchit peut-être en tant qu'économiste. Mais il a été Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays? Qu'est-ce qu'il a octroyé à cette République? Donc, vous enlevez à chaque Congolais, comme il a été Premier ministre, il n'a rien, donc vous lui enlevez le droit de réfléchir. Donc, tout ce que peuvent dire un Premier ministre, un ex-Premier ministre, comme Adolphe Muzito, vous le traitez de tous les noms, parce qu'il a été Premier ministre, il n'a rien réalisé. On ne peut plus réfléchir dans ce pays. Écoutez, Madame Paulette Kimoto, M. Mabi Mulumba, c'est parmi mes professeurs à l'Université protestante du Congo. Posez-lui la question. Il fait partie du pouvoir en place. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Son intelligence, son savoir-faire. Pourquoi il n'a pas pu accorder cela à sa famille politique pour qu'ils arrivent à faire mieux? Et aujourd'hui, il pense que ce que certains candidats disent, c'est... Mais non, lui-même, il a été Premier ministre. Son bilan est chaotique. Culte de personnalité, outils d'oppression politique, manipulation, etc. C'est par ces termes que Seth Kekouni qualifie la RTNC. D'ailleurs, qu'il a dit que, bon, selon le buzz suscité par ses propos, la vente, il a suggéré la vente. Le mot a été très clair, la vente de la RTNC, mais une certaine opinion pense que peut-être c'était la privatisation, il aurait parlé de la privatisation. Pour vous, il a raison de penser cela? La vente, c'est parmi les mots de privatisation. Vous avez aujourd'hui... Je suis d'accord avec lui sur ce point de vue-là. Aujourd'hui, la RTNC, c'est un établissement public. Un établissement public qui vit grâce aux contribuables congolais.
C'est le trésor public qui fait en sorte que la RTNC soit celle qu'elle est aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons, lorsque les membres du PPRD ont une manifestation, la RTNC fait passer les images. Quand il s'agit d'une activité de l'opposition, non. Les militants du PPRD sont plus congolais que nous, qui sont de l'opposition. Quitte de la personnalité, il n'en veut pas, Ben oui, il n'en veut plus. Grâce au chef de l'État. Mais hommage le plus... Mais non, madame, ça doit arrêter. Nous avons combattu le régime Mobutu. Nous ne pouvons pas aujourd'hui permettre à un groupuscule de gens de vouloir imposer une dictature dissimulée, camouflée. Je crois qu'aujourd'hui, madame Paulette Kimoutou, la RTNC, comme un établissement public, devrait absolument que tous les Congolais puissent avoir accès. C'est inadmissible. Lorsque les gens du PPRD vont dans des manifestations, on nous fait balancer les images, les magazines. Et donc, je crois que ça doit cesser. Et quand on parle de la liberté de la presse, vous en saviez mieux que moi, madame Paulette Kimoutou. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui ne peuvent plus critiquer le régime en place. Mike Moukeba, et vous savez, le sort qui lui a été réservé par le régime en place. Daniel Safou, et j'en passe. Au jour d'aujourd'hui, madame Paulette Kimoutou, je crois fermement que la liberté de la presse sera parmi les réformes que nous allons devoir apporter. Nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser notre presse être instrumentalisée, manipulée, paupérisée, madame. Quand vous allez dans certaines chaînes, combien les journalistes ont comme salaire? Et donc, je crois que vous le dites toujours quand vous êtes dans l'autre camp, mais quand vous aurez accès à ce pouvoir, espérons que vous allez mettre en pratique ce que vous dites. Il a dit rupture, rajeunissement, renouvellement de la classe politique. Oui. C'est un peu ça toujours, jeune, voter jeune. Hein. Est-ce que ça revient au même? Parce que le rajeunissement, donc on met le vieux de côté, peut-être, renouvellement d'autres gens, des nouvelles gens, mais il y a des gens qui disent, qui préfèrent renouvellement et non rajeunissement. Je préfère renouvellement. Madame Paulette Kimoutou, dans des états normaux, le rajeunissement ou le renouvellement de la classe politique se font par le trichement des élections. Et donc, puisque nous supposons que ceux qui ont géré ont tellement mal géré, il faut qu'il puisse y avoir renouvellement. Ça voudrait dire quoi? Renouveler la classe dirigeante. Pour ce faire, nous devons aller aux élections. C'est une nouvelle façon de dire à la population d'imposer une rupture de gouvernance. Le souverain primaire, lorsqu'il sera appelé à voter, le vote doit être canalisé dans le sens de renouveler la classe dirigeante. Et cela se fait par le canal décidé, madame Paulette Kimoutou. Au jour d'aujourd'hui, si on arrive à renouveler l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont accompagné Kabila dans un échec patent, dans une certaine incompétence, dans la malgouvernance, parce que nous avons eu une gouvernance et un parlement. Et pourtant, madame Paulette Kimoutou, je salue Montesquieu qui parlait, qui disait que le pouvoir est le pouvoir, l'équilibre. Si nous avons un parlement fort, un parlement de gens qui se soucient à la pauvreté que cette population traverse, le Parlement va devoir faire un contrepoids. Vous avez un ministre, madame, qui aurait détourné, mais le parlementaire, vous avez un parlementaire du PPRD qui sort une motion incidentielle. Le jour où madame Paulette Kimoutou, nous serons au Parlement, nous allons arrêter. C'est devenu un système. Le Parlement, c'est un haut lieu de la civilisation. Le Parlement, c'est le socle de la bonne gouvernance. Vous êtes dans l'exécutif. Vous devez venir justifier aux élus du peuple de la manière dont vous êtes en train de gérer. Madame Paulette Kimoutou, j'apprends qu'un DG, je vais bien le citer parce que je m'assume, le DG de l'UNSS, il recrute les jeunes sur base de leur appartenance politique. Aujourd'hui, je vous assure... C'est quel parti, le PPRD? Le PPRD. Il y a plus de 90% des agents de l'UNSS sont du PPRD. Et c'est inadmissible, madame Paulette Kimoutou. Le jour où je serai élu, j'apprends, madame Paulette, qu'un ADG d'une entreprise du portefeuille de l'État... Les entreprises sont politisées, selon vous? Mais bien sûr.
PPRD le J2O, PPRD au Gefren, Madame Paulette Kimoto. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Si je passe député Madame Paulette Kimoto, je vais proposer une loi sur l'emploi de jeunes. Et ces lois-là vont porter sur les modalités pratiques de recrutement de gens dans les entreprises du portefeuille de l'État. Ces entreprises-là, madame, n'appartiennent pas au PPRD. Ce sont des entreprises... Ce ne sont pas des caisses mais non du PPRD. Madame Paulette Kimoto, je suis en train de réfléchir. Je proposerai à la République. Je vais faire une proposition de loi si je suis élu député. Les modalités pratiques de recrutement des jeunes. Non, 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 pas des jeunes, des personnels. Dans les entreprises publiques. Mais l'option, c'est là, Madame Paulette Kimoto. Nous ne pouvons pas admettre que dans les entreprises publiques, à sa tête, qu'il puisse avoir de militants. Aujourd'hui, dans certaines entreprises publiques, vous allez trouver le militant du PPRD qui sont DGA. Il faut que nous puissions créer cette rupture. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui faire appel à tous les jeunes qui sont dans le chômage, à tous les jeunes qui vivent dans le désespoir, parce que la gouvernance actuelle n'arrive pas à faire face à ses responsabilités, de croire encore que c'est possible que nous puissions sortir la République de là où elle est, mais à une seule condition. Les élections qui arrivent s'avèrent une belle opportunité pour nous. C'est une opportunité qui nous a été offerte pour que nous puissions, en tant que souverain primaire, redorer l'image de notre République. Je crois que c'est possible. 12 millions de dollars. Les jeunes prennent conscience. 12 millions de dollars par an, selon cette Kikouni, faisable? Madame Paulette Kimoto, mon professeur de l'université, le professeur Luzo Lobambi, un des conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption, notamment, nous a dit dans un auditoire de plus de 500 étudiants qu'il y a plus de 15 milliards de dollars américains qui échappent au trésor public. Mais ce Luzo Lobambi a été ministre de la Justice dans ces pays. Il ne le dit pas pour faire plaire à qui que ce soit. Il est dit en connaissance des causes. Madame Paulette Kimoto, avec tout ce que nous avons comme richesse, le Congo ne devrait pas rester comme ça. La gouvernance a échoué. La malgouvernance a battu les records. Une rupture s'impose. Et donc, Madame Paulette Kimoto, cette Kikouni l'a dit, hein, il faut une rupture. Si nous avons une gouvernance responsable, visionnaire, compétente, nous pouvons faire sortir le Congo de là où il est aujourd'hui. Et donc, nous pouvons avoir même le budget de 30 milliards de dollars, Madame Paulette Kimoto, c'est possible. Même de 400 milliards comme l'a proposé ça, je ne le dirai pas, c'est son point de vue. Mais moi, je pense que, Madame, nous pouvons avoir 30 milliards de dollars comme budget. Nous allons dans les institutions. Excusez-moi, Madame Paulette Kimoto, c'est important. Nous allons y revenir. Nous allons dans les institutions. Rencontre Tshibala, président chinois. Vous le savez, c'est un sommet en Chine, le sommet Chine-Afrique. La Chine veut vraiment conquérir, entre guillemets, l'Afrique aujourd'hui. Vous le savez, la présence chinoise s'intensifie d'année en année en Afrique. Et le séjour du ministre des Affaires étrangères à Jakarta. C'est dans le cadre du 3e sommet Chine-Afrique que le Premier ministre Bruno Tshibala séjourne sur le sol chinois. Le représentant du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à ce forum, a profité de l'occasion pour prendre langue avec le président chinois Xi Jinping. Bruno Tshibala a félicité la République populaire de Chine pour la réussite du 3e rendez-vous Chine-Afrique. Pour Xi Jinping, ces face-à-face témoignent la bonne relation bilatérale entre les deux pays. La Chine s'est engagée dans ses assises à mettre en place une enveloppe de 60 milliards de dollars américains pour soutenir le développement de l'Afrique. Un engagement qui revêt un caractère déterminant dans l'amélioration des infrastructures, mais aussi des investissements commerciaux, ce qui représente un partenariat gagnant-gagnant. Le chef du gouvernement congolais a salué et soutenu l'engagement de la Chine. Bruno Tshibala a exprimé sa satisfaction à l'endroit de Xi Jinping pour l'évolution positive des relations bilatérales entre les deux pays, grâce à laquelle les différents accords ont été déjà conclus.
Il dit par ailleurs compter sur la Chine pour la réalisation de plusieurs projets en RDC, entre autres la construction du projet Inga et de l'aérogare. Parlons du processus électoral. Le chef du gouvernement congolais a rassuré la capacité de la RDC d'organiser seule le scrutin. La RDC reste par ailleurs ouverte pour tout partenariat d'intérêt des ressources minières, a dit Bruno Tshibala au président chinois. C'est une visite historique d'un dirigeant congolais décédant en Indonésie, dixit Madame Retno Marsudi, ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, lors d'une conférence de presse concluant le tête-à-tête avec son homologue congolais. Léonard Sheo Kitundu, parce que c'est de lui qu'il s'agit, après avoir participé au forum sino-africain qui s'est tenu à Beijing du 3 au 4 septembre dernier, dont la délégation congolaise était conduite par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, a mis le cap sur l'Asie du Sud-Est, précisément à Jakarta. Invité par son homologue indonésienne, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, a été accompagné d'une forte délégation composée de l'ambassadeur de la RDC à New Delhi et des directeurs généraux de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et de l'Office de gestion de fret multimodal. Au centre de cette visite, la relance des relations diplomatiques et politiques entre les deux pays, la tripartite environnementale RDC-Brésil-Indonésie et les opportunités économiques entre la RDC et l'Indonésie. Pour Léonard Sheo Kitundu, cette visite s'inscrit dans le cadre de la quête de réorientation stratégique de l'appareil diplomatique pour répondre aux objectifs d'une diplomatie de développement concrète prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Elvis Bolungu, aujourd'hui le gouvernement prend axe, met son regard vers l'Asie, la Chine, Jakarta, l'Indonésie aujourd'hui. Est-ce que c'est une façon pour nous de dire non à la domination occidentale, à la tripartite par exemple, France, Belgique, États-Unis et tout ça? Aujourd'hui, la diplomatie est devenue plus ancrée vers l'Asie. Non, mais vous savez, Madame Paulette Kimout, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, comme on dit, comme certains disent, nous sommes dans un village planétaire. Nous sommes condamnés à coopérer avec d'autres États faisant partie du monde. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, l'État congolais a la facilité de recevoir les dons de partenaires internationaux, de l'Union européenne. Lorsque l'Union européenne construise des toilettes publiques, on acclame, on applaudit, c'est bien. Lorsque l'Union européenne construit les bâtiments où abrite aujourd'hui la Cour constitutionnelle, on applaudit. Mais lorsque l'Union européenne vous rappelle que, monsieur, il faut respecter le droit humain, il faut respecter le droit de l'homme, ça pose problème, ça devient de l'ingérence. On est plus souverain lorsqu'il faut respecter le droit humain. Mais on est plus souverain lorsqu'il faut recevoir de l'aide, lorsqu'il faut que l'Union européenne vienne pour évacuer les immondices. Là, on n'est pas souverain. Ça, madame, ça doit arrêter. Au jour d'aujourd'hui, le système, le régime est tellement finissant. Je pense que c'est, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas vraiment une certaine opportunité pour nous d'aller faire ce genre de choses qu'a fait M. Tshibala. C'est de la distraction. Pourquoi il est dans sa divagation. Mais pourtant la Chine, il est dans le matu vu, madame. S'il vous plaît, le vice Bolungu, pourtant la Chine promet, aujourd'hui, quand la Chine promet, la Chine agit sans contrepartie, sans droit de l'homme, sans regarder à gauche, à droite. La Chine offre des infrastructures et tout ça en contrepartie. D'ailleurs, parmi les plus grands projets débattus, c'est le projet Inga et l'aérogare de Kinshasa. Donc on est sûr que la Chine fera quelque chose. Il n'y aura pas trop de conditions. La Chine ne pose pas trop de conditions par rapport à l'aide qu'elle offre aux pays du tiers-monde. Quand on dit tiers-monde, de l'Afrique par exemple, et la RDC en particulier. Nous sortirons le Congo de cette appellation, la pays du tiers-monde. Madame Paulette Kimoto, au jour d'aujourd'hui, moi je pense que la gouvernance actuelle, qui a lamentablement échoué, qui n'a plus à proposer au peuple, devrait être boutée, mis de côté. Nous aurons une gouvernance, et la gouvernance qui viendra va devoir donner de nouvelles impulsions
pour que nous puissions faire Donc avancer la Elvis République. Bolungu est contre la coopération RDC-Chine. Je serais méchant. Je serais méchant, Madame Paulette Kimouton. Mais nous devons négocier égalitairement. Au jour d'aujourd'hui. Vous avez l'impression que la Chine nous colonise, que la Chine fait du n'importe quoi en Afrique aujourd'hui? C'est vrai que la Chine fait du n'importe quoi? Monsieur Kabila, en 2007, je crois qu'il avait négocié un projet aujourd'hui avec les Chinois. Où en sommes-nous? Le partenariat win-win. Où en sommes-nous aujourd'hui? Combien de routes ces Chinois ont construit au Congo? Combien de routes? Donc c'était de la distraction. Pour faire une certaine divagation. Une divagation qui va dans le sens d'une propagande qui affaiblit le peuple. Je crois fermement que la gouvernance qui viendra demain, je suis sûr et certain que cette gouvernance-là ne sera pas issue de la Kabylie. La Kabylie aujourd'hui n'a rien à proposer à ce peuple. Puisque nous estimons que nous sommes prêts à proposer à ce peuple, au niveau du Parlement, comme au niveau de la présidence de la République, nous disons qu'il faut que nous puissions imposer une rupture ensemble avec notre peuple. À partir du moment où nous aurions arraché l'alternance, nous viendrons avec des idées qui vont innover, qui vont apporter un vent nouveau. Mais c'est Bruno Tchiba ne sait plus quoi faire. Il est en train de déambuler par-ci, par-là, et donc ça n'apportera rien pour la République. La République a besoin de l'alternance. Le développement ne viendra pas, madame, tant que nous n'aurions pas résolu un problème majeur. Un problème sur lequel M. Kabila, avec sa gouvernance, ont lamentablement échoué. Le problème sécuritaire, madame, c'est le poumon du développement. Aucun investisseur sérieux ne peut venir investir au Congo. Le Congo aujourd'hui est classé parmi les pays à haut risque. Pourquoi? Parce que le régime en place a totalement échoué. Voilà, madame Paulette Kimoutou, des questions importantes qui méritent des réponses adéquates doivent être posées. Aujourd'hui, madame Paulette Kimoutou, les problèmes sécuritaires, la sécurité, la politique sécuritaire est au socle de notre débat politique. Pratiquement, la Chine n'a rien apporté à la RDC. Vraiment, pour vous, rien du tout. Non, mais l'État congolais a très mal négocié. On lui place de négocier directement avec le gouvernement chinois. Avec des particuliers. Il est avec des particuliers. Et les particuliers viennent investir avec sincérité. Les particuliers peut-être verraient aussi, hein, on ne les connaît pas. Oui, mais madame Kimoutou, le plus important, c'est que nous puissions avoir un espace qui n'est pas assez hostile pour les investisseurs. Okay, merci les bons climats des affaires aujourd'hui, madame, nous ne pouvons pas en parler au Congo. Les balles crépitent à tout moment. Il y a des enfants congolais qui meurent de la maladie. Ils sont plus de 400 au Kassai. Avec l'Ebola, nous avons Ebola, non, même pas Ebola. Ebola, bon, oui. Mais nous avons aujourd'hui des déplacés du Kassai. C'est fondamental. Pourquoi tout cela? La gouvernance n'a pas su sécuriser. Et pourtant, madame, pour une gouvernance responsable, sérieuse, visionnaire, la priorité des priorités, au-delà, comme je vous ai dit, de l'éducation, la question sécuritaire. Et donc, une fois nous serons dans ces parlements-là, madame, au niveau du Parlement, il va falloir faire des réformes importantes qui vont devoir impacter le secteur de la sécurité. Nous allons vers le secteur de la justice. Comme on dit, la justice élève une nation. Nous allons parler du verdict de la Cour suprême, en fait de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, par rapport à Sami Badibanga repêché. Nous allons parler du verdict de Franck Diongo et de la réaction de Chris Chemassi par rapport à l'arrestation d'un activiste de droits de l'homme. Ils ont tous répondu présents à la Cour de cassation, militants et cadres du mouvement Lumumbisi progressiste. Objectif, voir la Cour de cassation trancher et rendre les derniers verdicts en faveur de leur président Franck Diongo. Mais hélas, la Cour a donné une suite défavorable. Les avocats de Franck Diongo espèrent voir la Cour de cassation réviser cette décision ordonnée par l'ancienne Cour suprême de justice, pour qu'une bonne justice soit faite. Pour la Cour, les moyens soulevés par le demandeur en révision Franck Diongo ne rentrent pas dans le cadre de l'article 67. Or, comme nous l'avons précisé lors de nos interventions précédentes et lors de notre plaidoirie, qu'il s'agit bel et bien d'un cas qui rentre dans la ligne de la révision. Et puisque la Cour vient de déclarer non fondée l'action
position mue par les demandeurs en révision Franck Diongo Chamba, nous avons compris qu'il y a la main noire. Des pleurs et des déceptions pouvaient bien se lire sur les visages des militants pour expliquer leur mécontentement. Il y a eu des faits nouveaux qui ont prouvé l'innocence de Franck Diongo. Et le fait nouveau provient d'où? D'un médecin directeur de Kantchach. Le médecin directeur de Kantchach, un médecin militaire, qui a prouvé à ce que les soi-disant victimes n'ont pas été fracassées, torturées. Mais nous sommes venus ici de constater que la Cour dut rendre le jugement en disant que les preuves ne sont pas fondées. Comment nous sommes dans quel pays? À noter que l'opposant Franck Diongo a été arrêté pour détention arbitraire et torture de quelques militaires de la garde civile. L'opposant qui s'est voulu radical retourne donc en prison pour y purger sa peine de 5 ans. Devant la caméra de Congo Web Télévision, Maître Chris Chemassi affirme que c'est depuis le 22 novembre 2017 que Christian Loumou a été enlevé vers la 7e rue Limété à Kinshasa et qu'il serait détenu dans les conditions inhumaines à l'Agence nationale de renseignement. Que mon client Christian Loumou a été enlevé depuis le 22 novembre 2017. Ça va faire bientôt 10 mois et il est détenu dans un lieu secret par l'Agence nationale des renseignements. C'est énorme, les conditions sont difficiles, extrêmement difficiles, les conditions de détention. Et son état de santé est en train de se dégrader. Il souffre d'une pleurésie pulmonaire. Et sa famille est inquiète, ses amis sont inquiets et ce qui est tout à fait légitime. Pour Maître Chris Chemassi, la détention de ce jeune pro-démocratie a pris beaucoup de temps et est par conséquent illégale. Ainsi demande-t-il à l'autorité compétente de déférer son client devant son juge naturel. Ce que nous espérons des autorités, c'est d'élargir ou de libérer Christian Loumou carrément. Ça, c'est la première chose. Mais à défaut et à la limite, dans les pires des cas, de le déférer devant son juge naturel afin qu'il présente ses moindres défauts. Jusque-là, le motif est inconnu parce que depuis pratiquement 10 mois, Christian Loumou n'a jamais été assisté judiciairement. Incapable de dire à la presse le motif pour lequel Christian Loumou a été arrêté, Maître Chris Chemassi indique tout de même que le point de vue de son client, qu'il soit contraire à ceux de l'actuel pouvoir dans le strict respect des lois de la République, ne peuvent nullement constituer un crime. C'est un sentiment de satisfaction. C'est un sentiment de joie parce que c'était prévisible. On s'attendait à ce que la Cour dise les droits et les bons. Et ce qui a été fait, nous nous réjouissons de cette première victoire. Et il reste encore un seul problème parce qu'en fait, lorsque la CENI avait invalidé cette candidature, on voyait dans ça une main noire. On voyait dans ça une certaine manipulation de la CENI, ce qui n'a pas auguré tout de même, parce que jusque-là, on sent réellement que des doutes persistent. À partir du moment où la CENI pouvait penser que Sani Badibanga devrait être invalidé, c'est-à-dire qu'il y avait une main noire. Et cette main noire-là qui manipule la CENI, nous continuons à la chercher. C'est comme ça que nous saluons cette décision de la Cour qui a montré réellement qu'il y a séparation des pouvoirs. Et ça nous va tout droit au cœur. Nous demandons à ce que la Cour continue sur cette lancée parce qu'après ça, il y aura aussi, après l'élection, il y aura d'autres recours qui vont être faits par rapport aux résultats qui seront publiés. Nous demandons à la Cour de continuer à dire les vrais droits. Elvis Bolongo, nous avons suivi, la Cour constitutionnelle a tranché, la Cour constitutionnelle a repêché Sami Badibanga, a repêché la dame José Ifoku, a rejeté la requête de Jean-Pierre Bemba, d'Adolphe Mozito, etc. Votre analyse, votre réaction, vous êtes aussi, pas juriste, mais vous avez fait cette formation. Je suis juriste donc. Ah, merci, vous êtes juriste. Donc votre verdict, elle était loyale, droit. Selon vous, la Cour constitutionnelle a respecté la loi, rien que la loi? Je doute a priori. Parce que, madame, tout d'abord, il n'est pas permis, il n'est pas défendu à un individu de mettre ses points de vue quant à un arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle. C'est pas interdit, hein? C'est pas interdit. Okay. Et donc, moi, je pense que la Cour n'a pas été assez responsable. J'ai comme l'impression que la Cour est manipulée.
Parce que... Prenons cas par cas. Lors du procès de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, par exemple. Pourquoi la Cour, selon vous, a rejeté la Cour est manipulée. Invalidé, si nous voulons engager un débat de droit, que dit l'article 10 de la loi électorale à propos de Jean-Pierre Bemba? Prenons le cas ci présent. De la subornation de témoins. La subornation de témoins. D'abord, certains Congolais, certains intellectuels congolais corrompus sont en train de faire des distinguos mal placés entre la subordination et la corruption. J'ai lu avant de venir ici le lexique des termes juridiques. J'ai lu le statut de Rome. J'ai lu le règlement d'ordre intérieur de la Cour pénale internationale. Et j'ai la mort dans l'âme, Madame Paulette Kimoto. Pourquoi? L'élite congolaise est manipulée. L'élite congolaise est devenue une caisse de résonance des politiques. Nous n'avons plus des élites qui peuvent réfléchir sans tenir compte des clivages politiques des uns des autres. Le président Jean-Pierre Bemba... Pour Jean-Pierre Bemba, vous dites que la Cour a été manipulée. Pour le cas, par exemple, du repêchage de Samy Badibanga, c'est toujours par rapport à la nationalité, par rapport à cette nationalité d'origine et d'acquisition, par rapport à la dame José Ifoku, par exemple, qui avait une nationalité à l'époque, une nationalité canadienne. Elle a renoncé à cette nationalité, elle a repris sa nationalité congolaise. D'abord, la CENI a dit non, elle a perdu sa qualité, la qualité de nationalité d'origine, elle a maintenant une nationalité d'acquisition, mais la Cour constitutionnelle a buté cela et elle a dit que c'est faisable. Pour vous, la Cour aussi a rendu le droit, et le droit, je repose la même question par rapport à cette dame et par rapport à Samy Badibanga. Je voudrais bien que vous puissiez m'accorder la possibilité de terminer avec Jean-Pierre Bemba. En quelques minutes. Le président Jean-Pierre Bemba a été condamné au premier degré. Le juge est allé en appel. Le juge d'appel a annulé la peine de Jean-Pierre Bemba, a envoyé l'affaire au premier degré. Ça voudrait dire quoi? Dans le système anglo-saxon, madame, nous sommes dans le système romano-germanique. C'est un peu différent. Dans le système anglo-saxon, le juge affirme d'abord que vous êtes coupable ou pas. Et la condamnation s'ensuit. Donc, on établit d'abord la culpabilité. Et puis la condamnation vient après. Le président Jean-Pierre Bemba a été condamné au premier degré. Ils sont allés en appel. Le juge d'appel l'a annulé. Et ce dernier renvoie l'affaire au premier degré. Ça voudrait dire quoi, Madame Paulette? Ça voudrait tout simplement dire, bien que Jean-Pierre Bemba a été condamné pour subornation de témoins, sa condamnation a des effets suspensifs. Au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire, tant que le verdict n'a pas été rendu au second degré, nous ne pouvons pas dire que Jean-Pierre est condamné parce que, en droit, vous avez la possibilité, je vous donne l'exemple au Congo ici, lorsqu'on est devant la justice, vous avez la possibilité de double degré de juridiction. Lorsque vous êtes par exemple au tribunal de grande instance, si vous n'êtes pas d'accord de la manière dont votre cas a été fait, vous avez la possibilité de saisir le juge supérieur. Mais à partir du moment où vous saisissez le juge d'appel ou le juge supérieur, l'exécution du jugement du tribunal de grande instance a maintenant des effets suspensifs. Donc, c'est un peu un parallélisme que je voudrais bien faire avec le cas Jean-Pierre Bemba. Bemba, bien qu'il a été condamné au premier degré, mais au second degré, il n'a pas encore été condamné. C'est pourquoi aujourd'hui, nous attendons que le 17, que le juge puisse se prononcer. Par rapport à la dame. La Cour constitutionnelle a été manipulée. Pourquoi? Vous allez voir, monsieur, il est aujourd'hui juge, je respecte sa position, mais il est admissible que Maître Nkoulou vienne échanger avec les avocats, avec les experts de la CENI pendant l'audience. Ça, c'est inadmissible, Madame Paulette. Nous voulons rebâtir dans ce pays un état de droit où la puissance publique se soumet en premier aux lois qu'elle crée. Et par rapport à la dame, la Cour constitutionnelle avait raison de... La Cour était dans une logique de pouvoir écarter méchamment, arbitrairement, le candidat farouche au régime en place. Adolphe Mouzitou, qu'a-t-il fait? On lui condamne, on lui reproche d'avoir des conflits avec son parti politique. Où est-ce qu'il est écrit que si vous avez... Aujourd'hui, M. Adolphe Mouzitou est allé sous
dans un label de notre parti politique ou un mouvement politique, je n'en sais rien. Et donc voilà, Moïse Katumbi, on l'a empêché de venir au Congo. On a placé de militaires, comme si il venait faire une rébellion. Et Jean-Pierre Bemba l'a laissé entrer pour le prendre au niveau de la Cour constitutionnelle. Autant pour Adolphe Muzitu. Voilà. Par rapport à la dame, voilà. je reviens, je suis une femme. Vous voulez éviter la dame? Oui, je l'éviterai, madame. À José Foucault. Là, la Cour a compris que la Cour s'est rendue compte qu'elle se fourvoyait autour des questions importantes. De nationalité. Et voilà, pour s'en remettre, il faut laisser la dame. Donc voilà, je pense, madame Paulette Kimoukou. Sami Badibanga, même. Hein. Non, mais c'était clair pour Sami Badibanga. Où est-ce qu'il est? Mais je vis les experts de la CENI. Ils se sont comportés comme des gens qui n'ont pas été à la faculté de droit. Vous dites à quelqu'un qui, hier, était congolais, après avoir recouru à notre nationalité, vous dites que non, vous ne pouvez pas recourir à la nationalité d'origine. Donc ça c'est grave, madame Paulette Kimoukou. Nous allons terminer le vice par le volet social. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Nous allons parler de la table ronde de GED par rapport à la formation de journalistes sur le processus électoral, par rapport à cette période sensible de pré-campagne, campagne électorale. Comment doivent se comporter les journalistes, nos rapports avec les services de sécurité et de renseignement. Nous y avons participé personnellement. L'évolution de l'épidémie d'Ebola, encore l'Ebola à l'est de la République. Aujourd'hui, c'est la grande ville de Butembo qui est touché. On commence réellement à avoir peur de la propagation de cette maladie. Je ne sais pas comment on ne parvient plus à restreindre cette maladie, surtout à l'est de la République. Et la remise est reprise au MPLA. Là, nous sommes en Angola, comme vous le savez. Là-bas, en tout cas, les choses se passent, comme on dit, comme ça coule comme de l'eau dans une rivière. Donc, la passation de pouvoir entre Lourenço et Dos Santos à la tête du plus grand parti en Angola, le MPLA. Après un décès suite à l'épidémie à virus Ebola dans la ville de Butembo, précisément à 54 km au sud de Beni, les autorités affirment avoir renforcé les mesures de surveillance sanitaire sur quelques axes routiers reliant les agglomérations de province du Nord Kivu, de l'Ituri et de Chopo, en vue de lutter contre la maladie. Par ailleurs, le programme national d'hygiène aux frontières, en collaboration avec l'Organisation internationale de migration, a établi une cartographie de la mobilité de la population dans les zones touchées par l'épidémie. 5 axes prioritaires ont été identifiés, à savoir le route Mangina, Kianzaba, Mabalako et Mangina Beni, où plusieurs décès ont été rapportés depuis la déclaration de la maladie dans la zone le 1er août dernier. Les axes Beni Bunya au nord Kivu et Ituri, Beni Kisangani au nord Kivu et Chopo et Beni Kasindi au nord Kivu sont retenus et placés sous haute surveillance des services de la santé suite aux intenses d'échanges économiques qui les caractérisent, mais aussi pour contenir les patients échappant aux mesures de la riposte dans la région des Beni. La victime décédée mardi dernier à l'hôpital universitaire de Butembo provenait des Beni, d'après les autorités sanitaires qui dénoncent également une hostilité des habitants du quartier d'Indi dans la ville des Beni vis-à-vis de la lutte contre Ebola. Depuis les débuts de la vaccination, le 8 août dernier, 6343 personnes ont été vaccinées, dont 3210 à Mabalako, 1856 à Beni, 1067 à Madima, 70 à Butembo et 19 à Kinshasa, d'après le ministère de la Santé. Ces assises de 2 jours se veulent un cadre de partage sur les modalités pratiques de collaboration entre le pouvoir public, ceux qui organisent les élections et les professionnels des médias. Chivis Tivwadi, coordonnateur de GED, revient ici sur les objectifs spécifiques de cette table ronde. Nous sommes plutôt ici pour créer un espace de dialogue et poser les bases de la bonne entente qui doit exister entre des groupes de gens qui sont condamnés à vivre et à travailler ensemble, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité et les médias dans une société, mais qui bien souvent vivent comme chien et chat ou se regardent comme des chiens de faïence. Faciliter la bonne entente entre les forces de défense et de sécurité
ne signifie pas créer des liens de complicité, mais promouvoir le respect mutuel entre les uns et les autres. Pour sa part, Henri Mova Sakani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a salué l'initiative avant d'expliquer son entendement sur le travail du journaliste. Qualifiant la presse de l'instance de correction sociale, Henri Mova a invité les journalistes à garder leur lucidité et à ne pas céder à la panique en période électorale. Devant les fracas et les tintamarres des discours politiques, le journaliste est pourtant convié à garder sa lucidité pour éviter de jeter de l'huile sur le feu d'une société déjà en incandescence avancée. Car il faut bien un arbitre pour départager les protagonistes du processus d'attribution du pouvoir par le peuple souverain. Le pouvoir étant une instance de grande importance sociale, les prétendants peuvent s'adonner allègrement à la tricherie ou à l'utilisation des mécanismes biaisés pour atteindre leurs objectifs. Il faut donc un veilleur qui fait le monitoring et alerte la société sur les pratiques vicieuses. À noter que ces assises réunissent autour d'une même table des journalistes, les responsables des organisations professionnelles de médias, ainsi que les représentants des institutions qui ont en charge la thématique des droits de l'homme, de la sécurité et de la justice. L'Angola a définitivement tourné la page. José Eduardo dos Santos, l'ancien président angolais qui avait déjà passé la main à Joao Lourenço pour la présidence de la République il y a un an, vient encore de céder la tête du mouvement populaire de libération de l'Angola à l'actuel président au pouvoir. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée ce samedi 8 septembre à Luanda lors du congrès extraordinaire de ce parti. C'est l'épilogue d'une transition que l'ex-chef d'État avait voulu en douceur, mais qui s'est révélée finalement tendue. Il y a un an, très âgé et malade, l'ex-président de 73 ans avait décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat de chef d'État après 37 ans passés aux affaires. Joao Lourenço, son ex-ministre de la Défense, un cacique du pouvoir qui prit sa place à la tête de la République angolaise. Aussitôt investi, Joao Lourenço, à la surprise générale, s'était attaqué de front au clan de l'ancien président au nom de la lutte contre la corruption et de la relance d'une économie en crise. Voulant tout de même qu'on le laisse à la tête du parti au pouvoir jusqu'en avril 2019, Eduardo dos Santos s'est vu également remplacé par son successeur à la présidence via ses congrès extraordinaires. Elvis Bolongo, c'est le dernier condensé, hein, le rapport entre les journalistes et l'armée, la police, les services de sécurité et de renseignement. Pour vous, comment doivent être ces rapports cordiaux, tendus? Est-ce que les journalistes doivent coopérer avec ces corps, donc l'armée, la police, les services de sécurité, pour que ces derniers ne soient plus très en danger, plus très menacés? Oui, mais Madame Paulette Kimoto, vous savez que nous sommes dans un pays où les gens veulent nous donner l'impression que nous étions face à un état policier. Nous étions dans une jungle, c'est le plus fort qui domine. On parlait de la justice tout à l'heure. Dans un état où il y a la justice, Franck Diongo a été condamné. Mais vous allez voir, un monsieur qui a déventré les femmes au Katanga, au nom de Gédéon Kyungu. Après les avoir déventrées, vous êtes une femme. Quelle pensée vous avez de cet homme, de ce monsieur qui a violenté les filles? Et aujourd'hui, il est libre entre Gédéon Kyungu et Franck Diongo. Qui mérite la prison? Depuis que Gédéon Kyungu a adhéré au PPRD, il circule un homme libre. Le jour où nous serons au pouvoir, madame, ces genres de pratiques doivent cesser. Le rapport entre les journalistes et d'autres services. Dans un État où les textes sont appliqués, dans une république où tout le monde fonctionne en termes de textes, chacun son travail. Le joueur, c'est son travail. Chacun a ses limites. Où est-ce que vous avez vu, Madame Paulette Kimoto, un agent de l'ANER enlever un journaliste puisqu'il a émis un point de vue contraire au pouvoir? Où vous avez vu? Moi, je crois que Madame doit faire un effort pour respecter la loi. Les textes applicables. Il y a un certain nombre de textes qui doivent être applicables dans le secteur de la presse. La police. Nous attendons toujours notre loi qui doit être malheureusement, promulguée par madame, nationale. malheureusement,
Moi, je crois que Mme Paulette Kimoutou, la République que nous aurons demain, ça sera une République qui fonctionnera qu'en termes de texte. L'évolution de l'épidémie d'Ebola, nous y sommes aujourd'hui, c'est l'Est qui est touché, hein, donc, mais cette propagation, le gouvernement essaye par tous les moyens de circonscrire cette épidémie, mais c'est une des grandes villes qui a été touchée, je crois, un mort à Butembo. Pour vous, cette résurgence est due à quoi, Elvis? Mais non, Madame Paulette, les régimes Kabila, tout ça, c'est même politique sanitaire. Mais oui, je parle de la politique sanitaire, madame. Exactement. Le régime, donc, je vous ai dit, la politique sanitaire. Le jour où nous aurons le pouvoir, madame, l'éducation nationale, la sécurité et la paix, la justice, la politique sanitaire, madame, nous allons prendre ces secteurs comme des priorités. Aujourd'hui, madame Paulette Kimoutou, la gouvernance actuelle, après avoir géré le pays pendant plus de 10 ans, du point de vue sanitaire, madame, aujourd'hui, peut-on dire que ce régime avait une politique sanitaire cohérente? Pas du tout. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le chèque prolongé du régime en place. D'une mauvaise politique sanitaire. Il n'y en a pas eu, madame. Aucune politique sanitaire cohérente. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Bien que c'est une épidémie, oui. Mais c'est une épidémie, ça peut arriver. Ce sont des événements inattendus, oui. Mais si nous avions une politique sanitaire solide, nous pourrions arriver à contourner cet événement. Si pas à contourner, à le maintenir, mais bien sûr. Vous pouvez, Madame Paulette Kimoutou, vous êtes journaliste d'investigation. Allez dans nos chefs de province. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des femmes qui accouchent à même le sol. Allez chez moi à Boende, madame. Le maman accouche à même le sol. Et quand je vois ça, madame, je me dis, c'est pas pour rien que Dieu a fait de nous Congolais. C'est pour que nous puissions dorénavant éradiquer ces situations. Je crois que Madame Paulette Kimoutou, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème qui est lié à la gouvernance. Au sommet de l'État, il y a un problème. Il y a le manque de leadership. Le manque d'un leadership responsable, visionnaire, capable d'impulser les aspirations profondes de notre peuple, nous a aujourd'hui tiré au ras du sol. Il faudrait que nous puissions avoir une alternative. Une alternative, madame, qui va devoir répondre aux questions primordiales et fondamentales. Aujourd'hui, pour moi, madame Paulette Kimoutou, en plein 21e siècle, qu'une femme puisse accoucher à même le sol, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Le fonds qui a été décaissé par M. Matata Mpognon pour construire l'hôpital du Cinquantenaire et vers le fait fond là, comment on appelle Bukangalonzo. Madame, si nous avions orienté ces fonds-là dans le secteur des réhabilités des hôpitaux de référence, peut-être. Même construire. Il y aurait Madame Paulette Kimoutou, saviez-vous qu'aujourd'hui, le fonds qui a été décaissé, plus de 100 millions de dollars pour construire l'hôpital du Cinquantenaire, et cet hôpital n'est pas fréquentable. Le Congolais moyen n'a pas droit d'y aller. Le Bukangalonzo aujourd'hui, madame, on est en train de vendre les engins. Et ça plaît à la République des millions de dollars, madame Paulette. L'immeuble intelligent qui a été construit ici. Qui n'est pas du tout intelligent. Pas du tout. Si nous avions réussi à orienter ces fonds dans le secteur de la santé publique, nous n'aurions pas eu à connaître certaines situations aujourd'hui qui guettent la République. Voilà son temps, madame. Vous avez toujours traité notre opposition, une opposition qui ne propose pas. Nous devons proposer à M. Matata, en lieu et place de reconstruire l'hôpital du Cinquantenaire avec 100 millions de dollars. Nous avions mené des études qu'il était possible de construire au moins des hôpitaux avec 5 matelas dans chaque chef-lieu de province. Ça n'a pas été fait. Une alternative s'impose. Remise et reprise à la tête du MPLA, vous avez suivi les images. Quelle est votre réaction, Madame Paulette Kimoutou, Rossi Chimanga, Eduardo Thérèse Kapangala, et j'en passe, d'autres combattants de la liberté. Vous voulez vivre ça comme chez Béa. Nous allons le vivre, madame, quoi qu'il en coûte. Notre jeunesse, madame, c'est une jeunesse qui va devoir vivre l'alternance. Une alternance avec alternative. Madame Paulette, la chance que Mobutu avait eu dans ce pays de coloniser nos parents, nos grands-parents, pendant plus de 32 ans, aucun autre Congolais aura cette chance, madame Paulette. Notre jeunesse est d'être... Madame Paulette, je vous dis... Kabila a déjà fait 17 ans, donc la moitié, oui, ça suffit, madame, pour M. Kabila, je vous dis, madame Paulette, quoi qu'il en coûte... Bon, il a déjà cédé de toutes les façons. Non, il a cédé.
Il a cédé. Il a fallu que le sang de Rossi Tumanga coule. Il a fallu que Thérèse Pangala soit battue au grand jour. Et Madame Paulette Kimoto, notre jeunesse, sera toujours debout pour faire reculer toute personne qui pensait que le Congo était devenu un patrimoine familial. Nous sommes à la fin. Elvis Bolungu, un mot par rapport à vos téléspectateurs qui vous suivent pour que nous puissions nous dire calmement au revoir. Oui, Madame Paulette Kimoto, comme vous l'aviez si bien dit ici, nous sommes candidats à la députation nationale au niveau de la FUNA. Et donc, Madame Paulette Kimoto, j'ai des motivations profondes. Je réfléchis, Madame Paulette Kimoto, il vous arrive aussi de circuler en ville, voir les jeunes qualifiés, les jeunes diplômés. Ils travaillent dans des entreprises intérimaires qu'on appelle sous-traitance. Et ils sont très mal payés. Je vais porter des réformes sur ce point-là, madame. Si vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise de sous-traitance, nous allons prendre des lois qui feront en sorte que les entreprises intérimaires puissent bénéficier que de la commission. Ça voudrait dire quoi? Le poste que vous occupez, si le Vodacom devrait payer $500, le $500 là, même si vous êtes dans une entreprise intérimaire, cela vous revient, à condition que nous puissions mettre une barème salariale pour vous permettre de payer que le frais de commission. En dépit de cela, Madame Paulette Kimoto, nous avons réfléchi les emplois des jeunes. Nous avons des jeunes qui vont travailler comme des journaliers, alimentés, dans le supermarché, ici à Zandou. Et à la fin de journée, ils ont Merci Elvis, la campagne n'a pas commencé. Donc, je ne veux pas que le CESAC m'interrompe. Nous allons initier des émissions. Nous allons initier des émissions par rapport à vos projets de société, Elvis Bolungu. Vous aurez le temps d'en parler en long et à large. La campagne n'a pas encore commencé. Donc, c'était déjà ça le mot de la fin, Elvis. Désolé. La télé, c'est le temps. Vous avez eu le temps de passer votre message. Donc, merci à Elvis Bolungu d'être passé à la barre. Il est candidat député à la FUNA, circonscription de la FUNA ici dans la ville-province de Kinshasa. Il est cadre de l'Alliance pour l'alternance démocratique. Donc l'autorité morale, c'est Pierre Lumbi. Et il est, comme je l'ai redit tout à l'heure, je l'ai dit et redit, candidat à la députation nationale et provinciale. On se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain avec notre invité, bien sûr, une invitée, ça me fera énormément plaisir. Merci à toute l'équipe technique, merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux et je le dis et je l'assume, dans les réseaux sociaux, mes tweets n'engagent que moi. Voilà, on se retrouve le dimanche prochain.